Salut à tous, cela fait plus d'une semaine maintenant que Jules Bianchi a eu son terrible accident au Grand Prix du Japon et nous voulions, avec Jean-Luc, revenir sur ce triste épisode parce que Jean-Luc, tu ne t'es pas encore exprimé sur motorstay.com dans ce débriefing qui va être spécial. Il y en aura un autre sur le Grand Prix de Russie, plus sportif, mais nous voulions avoir évidemment ton avis sur cette tragédie, sachant que au moment même où nous enregistrons, nous disposons de certaines informations. On verra si l'actualité évolue, mais là, nous sommes bien obligés à ce moment M de te demander ton avis. Alors évidemment, c'est un drame qui a vraiment frappé le monde entier, j'ai envie de dire, même au-delà du sport. Bien sûr, bonjour LFB, bonjour à tous. Désolé, j'étais en déplacement la semaine dernière, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu m'exprimer sur le sujet, mais tu l'as fait avec Patrick. Alors, je crois que revenir sur les événements maintenant, à part pour apporter quelques informations complémentaires que nous avons eues consécutivement à l'enquête déclenchée par la FIA, ce qui est tout à fait normal. Jean Todt a dit tout de suite qu'il fallait savoir. Donc maintenant, nous savons. Nous savons quoi? Nous savons dans l'ordre, parce que les bruits les plus divers ont couru. Et là, il faut bien incriminer les réseaux sociaux, je suis désolé, ou asociaux, comme certains le disent déjà, où on répand tout et n'importe quoi. Il y avait bien des drapeaux jaunes, double drapeau jaune pour protéger la zone. Il y avait bien des feux jaunes. Le feu jaune, jusqu'à preuve du contraire, a dû s'allumer dans la voiture de Jules. Donc Jules a bien réduit sa vitesse de manière notable. C'est ce que Charlie Whiting a précisé. Donc ça, c'est fait. Maintenant, l'enchaînement des circonstances, et tu l'as déjà décrit avec Patrick, donc on ne va pas y revenir. On sait qu'à quelques secondes près seulement, eh bien, cet engin aurait quitté le bord de la piste et donc il n'y aurait pas eu ce problème-là. Maintenant, Jules a quitté la piste à une vitesse de toute manière très élevée à cet endroit. Il a fusé littéralement avec la monoplace sur le gazon mouillé, comme l'avait fait Adrien Sutil. Sauf que Adrien Sutil, lui, est parti dans un espèce de tête à queue, alors que Jules, lui, a essayé de reprendre le contrôle de sa monoplace. Et donc, ce qu'il a fait, arriver encore plus vite, semble-t-il, dans le rail de sécurité. Voilà ce qui s'est produit. Maintenant, le reste, eh bien, malheureusement, le choc a été extrêmement violent, non seulement avec l'engin de levage, mais aussi avec le rail de sécurité qu'il a arrêté derrière. Et donc, c'est consécutivement à ce choc d'une violence extrême que Jules a enduré ses blessures à la tête et ce traumatisme très important pour lequel il est traité, pour lequel il se bat et, je le dis une première fois, pour lequel nous sommes évidemment tous solidaires avec lui et avec toute sa famille, évidemment. Alors, quelques questions quand même précises, si tu veux bien. Sur le moment, effectivement, tout le monde s'émeut de l'intervention des commissaires japonais et on est tous globalement prêts à les accuser, effectivement, de ne pas avoir respecté toutes les règles. Une semaine après, il semble bien que ce ne soit pas complètement le cas et qu'au contraire, on a plutôt tendance à penser qu'ils ont bien fait leur boulot. Mais il y a toujours la question de l'engin de levage quand même. Voilà. Là aussi, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte et c'est extrêmement important. Jusqu'à présent, la règle qui va peut-être changer était de dégager la monoplace accidentée, la monoplace précédente, en l'occurrence celle de Sutil, de manière à éviter justement un suraccident dans un cas comme celui-là et que le pilote en perdition vienne heurter la monoplace qui était immobilisée, ce qui aurait peut-être été le cas ou pas, puisque les trajectoires d'Adrien Sutil et de Jules Bianchi étaient légèrement différentes. Mais peu importe, la règle est celle-là. Les commissaires japonais l'ont appliquée avec rigueur et avec courage et avec détermination. Là aussi, on peut toujours lancer n'importe quoi sous le feu de l'émotion après. Non, il faut d'abord attendre pour savoir. Et là, je suis désolé, mais ils ont appliqué. En plus, ils sont particulièrement efficaces à Suzuka. Ils ont fait le boulot. Il n'y a rien à dire, tel qu'on leur a enseigné à le faire. C'est-à-dire qu'environ 2 minutes après, ils étaient en train de sortir la monoplace de Sutil pour dégager le terrain. Et malheureusement, encore une fois, il a fallu un concours de circonstances pour que, pile à ce moment-là, alors que l'engin était en train de reculer et de quitter le circuit, malheureusement, Jules est venu le heurter à ce moment-là. Alors après, tu vas peut-être parler de la réaction de la direction de course. Alors d'abord, pour finir sur le lieu même de l'accident, un tracteur, un engin, une dépanneuse qui est là sur le lieu, même au moment où les voitures passent à côté. Bon, alors, il y a une solution là ? Alors, encore une fois, dans un cas comme celui-là, il faut savoir que ça n'était pas très proche de la piste. L'engin n'était pas sur la piste, il était assez loin même. Il était à quelques dizaines de mètres. Donc on peut envisager, si le but est bien de dégager la monoplace de cet endroit-là le plus rapidement possible, moi je veux bien qu'on me dise qu'il fallait autre chose. Bien sûr que l'idéal c'est une grue dans chaque virage, comme à Monaco. Mais là aussi le parallèle avec Monaco ne peut être fait que par les gens qui ne connaissent pas la course automobile. Ou alors, et pourquoi pas, on décide qu'on équipe tous les circuits du monde entier d'une grue pour évacuer. Alors moi je veux bien, mais il y a un autre risque, et tu me vois venir, c'est que certes Jules a tapé à l'arrière de cet engin, il aurait très bien pu taper à l'avant. Il y avait quoi à l'avant ? Il y avait des commissaires
commissaire en train de guider justement le conducteur de l'engin de levage et il y avait la monoplace en l'air. Et si Jules avait pris la monoplace dans la tête, on aurait dit quoi? Alors, je pense que le problème, il faut y réfléchir. C'est un problème qui est complexe, c'est un problème qui n'est pas évident. Est-ce qu'il faut décider aujourd'hui, peut-être, je n'en sais rien, je lance des idées moi aussi, de protéger la monoplace par justement des éléments de sécurité, des bottes, ce qu'on veut, pour éviter de heurter la monoplace, je ne sais pas. En tout cas, si on doit l'évacuer, à un moment, il y a un instant T où effectivement la monoplace va être en l'air en train d'être enlevée. Et si malheureusement un pilote sort pile à ce moment-là, non, je crois qu'il faut travailler en amont, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire pour réduire la vitesse des monoplaces de manière drastique au moment où on entre dans la zone de drapeau jaune. Et ça, on peut peut-être en parler. Alors oui, ça a été effectivement annoncé entre le Japon et la Russie avec une conférence de presse où Charlie Whiting a commencé à détailler un peu ce qu'on pourrait faire. Je reviens encore une dernière fois, si tu veux bien, sur ce qui s'est passé au Japon. J'ai défendu à ce même micro la semaine dernière un avis un petit peu américain, si je puis me permettre de dire dans l'âme, à savoir qu'à partir du moment où Sutil était sorti, et compte tenu des circonstances qui étaient très difficiles en piste, il aurait fallu sortir le safety car. C'est un petit peu facile peut-être de le dire après, manifestement la direction de course ne l'a pas fait sur le moment, il a vraiment fallu attendre qu'il y ait l'accident de Jules pour qu'on sorte le safety car. Toi, quel est ton avis là-dessus? Alors, je suis forcément d'accord compte tenu de l'enchaînement de circonstances et le résultat dramatique qui s'est produit. Bien sûr que oui, et je pense Charlie Whiting lui-même ne dit pas le contraire. Simplement, avec les éléments dont il disposait dans son PC sécurité, eh bien, il a déclenché le safety car, certes, après le deuxième accident. Je crois que, compte tenu de la rapidité de réaction des commissaires, compte tenu du fait que 2 minutes après, je crois qu'il faut préciser autre chose qui est très important, c'est que Jules, apparemment, et nous n'avons pas les positions des monoplaces sur le circuit, a été le dernier pilote à passer avant l'accident de Sutil. C'est-à-dire voilà, que lui ne l'a pas vu, cet accident. Tous les autres pilotes derrière l'ont vu. Donc le problème était le suivant, c'est que Jules était dans les derniers tours d'un Grand Prix, puisqu'on était au 42e tour, et on savait pertinemment que ce Grand Prix n'irait pas au bout, puisqu'il était prévu 53 tours. D'une part, la visibilité baissait de manière drastique. Ça, c'est un autre problème aussi. Aurait-on dû donner le départ du Grand Prix avant? La réponse est oui. Moi, je plaidais pour ça 1 heure ou 2 heures avant. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Aurait-on dû arrêter la course à cause de la pluie? Apparemment non. On était toujours en pneumatique intermédiaire. On allait peut-être être à la limite parce que Jules avait une vingtaine de tours également dans ses pneumatiques, tout comme Sutil. Donc c'est vrai qu'on était à la limite de l'adhérence, mais ça n'était pas des conditions effroyables. Il y en a eu des bien pires en matière de sécurité. Les pilotes eux-mêmes, en début de course, rappelons-le, sous le régime de safety car, demandaient qu'on y aille et demandaient qu'on enlève le safety car. Et ils ont tout de suite changé les pneumatiques full wet pour des pneumatiques intermédiaires. Donc je crois qu'il faut évacuer. Il ne faut pas tout mélanger. Maintenant, tu me dis, est-ce qu'on aurait dû sortir le safety car un peu plus tôt? La réponse est oui. Charlie Whiting invoque 15 à 20 secondes. Oui, peut-être, effectivement, 30 secondes plus tôt, eh bien, l'histoire eût été différente. On peut répondre oui à cette question. Donc, faut-il faire intervenir un safety car à chaque fois qu'il y a un engin de sécurité? La réponse est probablement oui. Voilà. Alors, cette semaine, on a appris qu'on allait mettre en place, enfin, en tout cas, c'est la volonté affichée, une stricte règle pour mieux contrôler cette vitesse lorsqu'il y a soit des drapeaux jaunes partiels dans un premier temps, et puis après, oui, c'est la prochaine étape, c'est le safety car. Mais bon, alors, on ne sait pas trop, ça pourrait être mis en place à Austin. On refuse a priori l'idée de faire comme en endurance 60 km/h, le fameux code 60. Dommage. Oui, oui. C'était pas tant simple. 60, c'est peut-être pas assez. Là aussi, après, on peut juger 80, 100. Moi, je pense que 100, c'est déjà pas mal, parce que 100 pour une Formule 1 sur un circuit de Formule 1, c'est vraiment pas vite du tout. Donc, à mon avis, on appliquerait une procédure contrôlée, et là c'est facile, comme dans les stands. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse cette vitesse limite de 100 km/h en entrant dans une zone de drapeau jaune, de 2 drapeaux jaunes, etc., le pilote est sanctionné très violemment, et moi je l'exclurais du Grand Prix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la direction de course a les moyens de contrôler que le pilote est entré dans la zone alors qu'il en a bien été prévenu en amont trop vite, et là, on l'arrête au drapeau noir, terminé. Et je peux te dire qu'on ferait 1 ou 2 fois tomber la sanction. Il faut protéger dans ces cas-là, et c'est normal, les pilotes contre eux-mêmes. Les pilotes, leur rôle, c'est d'aller le plus vite, encore une fois. C'est eux qui sont exclus de tout. Eux, on les place dans des circonstances, et après, ils les appliquent et ils les respectent. Et un pilote de course, surtout de Formule 1, c'est fait pour aller le plus vite possible. On peut rien leur reprocher. Bon. Donc on attend de voir quand même à quoi ça va ressembler ce contrôle. Et oui, mais pourquoi pas une vitesse limite? Enfin, je veux dire, où est le problème? La FIA le fait dans le championnat du monde d'endurance, on peut très bien le faire en Formule 1 en imposant, je te dis, par exemple 100 km/h ou 80, enfin, peu importe quelle que soit la vitesse, mais une vitesse suffisamment mesurée pour que les pilotes sachent qu'ils doivent la respecter, sinon il y a une sanction. Voilà.
Le hasard veut que tu aies pu interviewer Thierry Boutsen le lendemain de cet accident. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur motorstv.com. Ça fait du bien déjà de retrouver Thierry Boutsen, qu'on n'a pas oublié. Et puis ce qu'il dit, il y a une phrase qui m'a marqué. Il dit c'est pas un accident qui est dû à ce qu'est la Formule 1. C'est un peu un accident qui est dû aux circonstances aussi, pratiquement même un accident de circulation, si je puis me permettre, lorsqu'on évacue une voiture. Est-ce que tu crois qu'effectivement on peut s'offusquer de ce que nous remet la Formule 1 en pleine figure, à savoir effectivement peut-être jouer avec la vie parfois de certains de ses acteurs? Écoute, le sport automobile et le sport mécanique est extrêmement dangereux. Nous le savons, tu le sais, on aime ce sport et je vais oser dire, on l'aime aussi pour ça. Parce que les pilotes et les athlètes risquent le maximum et j'ai conscience de ce que je dis, on ne souhaite pas qu'il leur arrive malheur, bien au contraire, on souhaite placer toutes les conditions, les meilleures conditions de sécurité, mais c'est un sport qui dépasse les autres, de mon point de vue, je défends mon sport, parce que justement on risque le maximum, on risque sa peau, on risque sa santé, et ce qu'ont fait les pilotes à nouveau en disputant le Grand Prix de Sochi, c'est bien ça, c'est la réponse à ça. Alors je sais, on va me dire, the show must go on, les intérêts, mais ce ne sont pas des intérêts. Un pilote qui ne le sent pas, il ne part pas. Et un pilote et c'est pas honteux, un pilote qui a peur, il a le droit d'abandonner la compétition, comme l'a fait Jackie Stewart, comme l'ont fait un grand nombre de pilotes, en le disant, moi j'ai eu peur à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, et pour telle ou telle raison, c'est pas du tout honteux, au contraire, c'est une décision extrêmement courageuse, et on peut décider à un moment donné, parce qu'on est particulièrement perturbé par ces circonstances-là dramatiques et qu'on est affecté, et que la règle d'or, c'est quand on est au volant, que la visière est fermée, faut plus penser à autre chose qu'à la performance et au résultat. Si on a l'esprit, et on n'y peut rien, traversé par autre chose, à ce moment-là, il ne faut pas rouler parce que c'est extrêmement dangereux. Et ça peut revenir. Hein. On peut comprendre que tous ceux qui sont proches de Jules et qui effectivement, les pilotes français notamment, évidemment, Jeff, Romain, etc., et d'autres bien sûr qu'ils connaissent, Felipe Massa qui est un pilote latin très sensible et qui l'a côtoyé chez Ferrari, ou Fernando Alonso qui était au bord des larmes lui aussi à plusieurs reprises, on peut comprendre que dans ces cas-là, un pilote décide de ne pas rouler et il a le droit, sinon le devoir de le faire. Merci Jean-Luc, on voulait vraiment avoir ton avis. On te remercie. Je vous invite à rester sur motorcv.com. Nous avons enregistré un autre débriefing F1 où nous revenons plus sur l'aspect sportif de ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix de Russie. Et Forza Jules, on y croira. Bien évidemment.